Euh, Stéphane, on ne peut pas non plus analyser le sauvetage judiciaire des entreprises sans donner un aperçu de cet acte uniforme qui a été réformé en 2015. L'acte uniforme sur les procédures collectives et d'apurement du passif a été adopté pour la première fois en avril 1998 dans le souci constant d'améliorer cet acte, d'améliorer donc la vitalité, de contribuer efficacement au sauvetage des entreprises. Le législateur Ouada en est arrivé à réformer cet acte uniforme-là en 2015. Il s'agit d'une réforme ciblée qui était destinée donc à corriger les imperfections de cet acte uniforme-là, à combler les lacunes de cet acte uniforme, à identifier les failles de cet acte uniforme qui donc empêchaient aux procédures collectives d'atteindre leurs objectifs, à savoir la sauvegarde et le sauvetage des entreprises. Donc la réforme de 2015, ce n'est pas une réforme générale, c'est une réforme ciblée dont l'objectif est de corriger ces imperfections-là, corriger les tares qui limitaient donc jadis les chances de redressement judiciaire des entreprises. Et tout cela, Stéphane, c'est dans le souci d'apporter plus d'efficacité dans le dispositif de sauvetage des entreprises dont la vitalité est également une condition du développement économique dans l'espace OADA. Donc, je vais juste donner un aperçu de cette réforme, c'est-à-dire évoquer les principaux points d'innovation de ce acte uniforme qui contribue davantage à assurer la sauvegarde et surtout le sauvetage des entreprises. À ce niveau, je crois qu'il faut retenir deux idées majeures, deux idées maîtresses. La réforme de 2015 a deux visions. Une vision plus précoce des difficultés de l'entreprise, c'est-à-dire le législateur de 2015 a donc accru le rôle des organes judiciaires en amont. Il faut éviter que l'entreprise entre en situation de paiement. Donc, la réforme de 2015 a donc s'est voulu plus préventive, éviter à tout prix que l'entreprise entre en situation de paiement. Mais si jamais l'entreprise connaît des difficultés et entre en situation de paiement, il faut absolument la sauver. C'est la raison pour laquelle cette réforme a deux objectifs majeurs. Éviter autant que faire la situation de paiement des entreprises, mais cette réforme est également prioritairement destinée donc au sauvetage des entreprises, la liquidation des biens n'étant envisagée que lorsque, mais vraiment, le redressement n'est pas du tout possible. Donc, dans cette démarche préventive, dans son souci constant de renforcer le dispositif préventif des difficultés des entreprises, le législateur de 2015 est arrivé donc à adopter une nouvelle procédure préventive dite de conciliation. C'est une procédure qui vise véritablement à renforcer le dispositif préventif des entreprises, éviter à tout prix que l'entreprise entre en situation de paiement. Et cette procédure nouvelle dite de conciliation, le législateur de 2015 l'a voulu très confidentielle, une procédure confidentielle, parce que toute la procédure se déroule à huis clos. Le législateur l'a voulu également très rapide, parce que cette procédure ne doit pas aller au-delà de 4 mois. C'est une procédure également consensuelle parce que c'est un accord, elle se réalise par la réalisation d'un accord négocié entre l'entreprise et son ou ses créanciers, ou soit ses principaux créanciers. Et cet accord est négocié sous l'égide donc d'un conciliateur désigné par la justice, un conciliateur neutre dont le rôle est d'accompagner l'entreprise et ses principaux créanciers à trouver un accord totalement négocié, et cet accord pourra donc être homologué par le juge, ou soit on pourra lui donner un caractère notarié afin d'en faire un titre exécutoire. Voilà un peu le souci de sauvetage de l'entreprise qui a amené le législateur à renforcer le dispositif préventif en adoptant cette procédure qu'on appelle collective, mais qui est beaucoup plus individuelle parce que l'initiative vient du débiteur. Lorsque le débiteur sent les difficultés venir, elle peut déjà anticiper ces difficultés en allant vers le juge, en allant demander au juge d'ouvrir une procédure de conciliation
et obtenir ainsi donc des reports de paiement lorsqu'elle sent que certaines créances sont exigibles et qu'elle n'est pas encore en mesure de pouvoir les payer. Elle a cette possibilité déjà par une procédure qui est totalement confidentielle, consensuelle, mais efficace, de pouvoir donc bénéficier d'avoir cette bouffée d'oxygène qui va lui permettre de mieux s'organiser afin de faire face donc à certaines créances qui sont exigibles. Dans le même esprit et le même élan, le législateur a renforcé également le règlement préventif qui existait déjà dans l'acte uniforme originel. En renforçant le règlement préventif, le législateur insiste sur le caractère sérieux du concordat pour entraîner l'ouverture de la procédure. Mais l'apport majeur de cette réforme, c'est que désormais, avec le nouvel acte uniforme, le juge ainsi que l'expert au règlement ont des délais pour rendre leur rapport pour l'un et homologuer le concordat pour l'autre, et sous peine de sanction. Donc, cela oblige ces principaux acteurs de la procédure de règlement préventif à accélérer la procédure, et cela imprime donc une certaine célérité à cette procédure dont l'objectif est de prévenir l'entrée en cessation des paiements des entreprises. Mais l'innovation majeure sur laquelle nous allons nous appesantir, c'est celle du redressement judiciaire. Avec donc le nouvel acte uniforme réformé en 2015, le législateur a renforcé le dispositif de redressement judiciaire des entreprises. La réhabilitation de l'entreprise, le redressement judiciaire de l'entreprise, le sauvetage, si vous voulez, de l'entreprise, devient donc avec la réforme de 2015 la priorité absolue. Dans l'acte uniforme originel, le redressement judiciaire de l'entreprise, sinon le sauvetage de l'entreprise venait en deuxième position. C'était d'abord le paiement des créanciers qui venaient en tête. L'objectif du redressement judiciaire, c'était de permettre le paiement des créanciers. Or, avec la nouvelle réforme, on s'est rendu compte tenu de l'importance du tissu social, compte tenu de l'importance de l'entreprise, il fallait d'abord sauver l'entreprise. Donc, l'intérêt général prend le dessus sur les intérêts des créanciers. Cela explique combien le législateur de l'OHADA attache du prix donc au sauvetage de l'entreprise, qui devient désormais la priorité, la finalité première du redressement judiciaire et de toutes les procédures collectives. Donc, dans ce sens, dans cette dynamique qui fait donc du redressement judiciaire, qui fait du sauvetage de l'entreprise la finalité première de la procédure et qui relègue au second rang le paiement des créanciers, le législateur n'est plus rigoureux s'agissant donc du concordat de redressement qui est proposé. Il n'est plus question que le concordat soit véritablement sérieux. Il n'y a pas un contrôle a priori donc, du caractère sérieux du concordat. Pourvu que la proposition de concordat, le concordat proposé ait de fortes chances d'être obtenu, le législateur autorise donc au juge de prononcer le redressement judiciaire. Dans le même élan, le redressement judiciaire est également prononcé lorsque, par exemple, il y a une proposition de cession globale de l'entreprise. C'est également une innovation majeure avec le nouvel acte uniforme. Lorsque l'entreprise connaît des difficultés, lorsque l'entreprise est endettée, mais cette entreprise exerce dans un domaine qui est rentable et que l'entreprise pourra être redressée, l'entreprise est rentable, elle pourra encore continuer son exploitation. Le législateur permet donc, s'il y a possibilité d'enlever la cession globale de l'entreprise, un nouvel apporteur peut donc venir apporter de l'argent, du bien ou du service pour pouvoir donc désintéresser les créanciers et permettre donc de récupérer l'entreprise qui pourra continuer son exploitation. C'est une formule qui est également imaginée pour permettre le sauvetage des entreprises, et cet apporteur qui permet à l'entreprise de faire face à cette difficulté bénéficie donc de privilèges importants qu'on appelle dans le jargon des procédures collectives le privilège du new money ou de l'argent frais. Tout cela, ce sont des outils et des mécanismes qui ont été imaginés, qui ont été envisagés pour davantage garantir le sauvetage de l'entreprise. Il n'est plus question de procéder à une analyse mécanique
de la situation économique de l'entreprise. Il faut à tout prix sauver l'entreprise. Il faut envisager toutes les possibilités de pouvoir sauver l'entreprise. Le juge peut même désigner des rapporteurs qui vont donc expertiser sur la situation de l'entreprise et proposer des solutions pouvant aller dans le sens du sauvetage de l'entreprise. La liquidation n'étant envisagée, mais qu'en dernier ressort, lorsque vraiment il n'y a plus rien à faire pour cette entreprise, lorsque sa situation la condamne vraiment à la mort, donc à la liquidation. Autre élément d'innovation, sinon autre aspect qu'il faut relever dans le cadre donc, de la réforme des procédures collectives de 2015, c'est le cas des procédures simplifiées. Le législateur, conscient du fait que le marché africain est dominé par l'informel et également par des petites et moyennes entreprises, a aussi créé des procédures qu'on appelle des procédures collectives simplifiées qui s'adaptent donc à la réalité, aux réalités socio-économiques des États de l'espace OHADA. Donc, ces procédures simplifiées, comme leur nom l'indique si bien, sont des procédures qui sont adaptées aux petites et moyennes entreprises et leur mise en œuvre est vraiment simplifiée. Pour le redressement judiciaire, par exemple, il suffit simplement que le concordat proposé fasse allusion à des délais de paiement, au report de paiement, aux remises de dettes, ou soit fasse allusion à des garanties éventuelles auxquelles le chef d'entreprise doit souscrire pour que le juge prononce le redressement judiciaire de cette entreprise-là. Et ces procédures simplifiées sont donc laissées également à l'initiative des débiteurs qui, lorsque l'entreprise a moins de 20 salariés ou a un chiffre d'affaires de moins de 50 millions, elle peut donc accéder à ces procédures simplifiées dont la mise en œuvre est facile, très aisée. Et c'est également des mécanismes qui sont faits pour tenir compte de ces entreprises qui sont majoritaires et contribuer à renforcer le tissu économique des États de l'espace OHADA. Dernier aspect sur lequel il faut s'attarder et qui nous intéresse à plus d'un titre, c'est l'accroissement du rôle des organes judiciaires dans la réforme de l'acte uniforme de 2015. Ce nouvel acte uniforme a considérablement accru le rôle des organes judiciaires, renforcé leur pouvoir pour leur permettre de mieux administrer les procédures collectives, parce que les procédures collectives sont fondamentalement des procédures judiciaires. Le juge joue un rôle central dans la mise en œuvre de ces procédures. C'est le juge qui contrôle ces procédures, les administre depuis l'ouverture de la procédure jusqu'à la clôture, la nomination des organes judiciaires, le contrôle de leurs actions et désormais avec la réforme de 2015, le statut des mandataires judiciaires a donc été réformé. Ces mandataires judiciaires qui sont l'expert au règlement préventif, le syndic de redressement judiciaire ou de la liquidation, ces principaux acteurs dont le rôle est important dans la mise en œuvre des procédures collectives ont vu leur statut réglementé parce que la plupart des procédures collectives échouaient parce que ces mandataires judiciaires-là faisaient un peu à leur tête et n'étaient pas véritablement suivis. Et les mandataires judiciaires qui sont le syndic et l'expert judiciaire constituaient donc la cause des échecs des procédures collectives anciennes. Donc, pour corriger cette situation, la réforme de 2015 a donc réglementé le statut de ces mandataires judiciaires-là, qu'il ne faut pas confondre avec les organes judiciaires. Les organes judiciaires sont le tribunal, le président du tribunal, le juge commissaire et dans une certaine mesure le ministère public. Les mandataires judiciaires, ce sont les syndics, comme je l'ai dit, et l'expert au règlement judiciaire. La nouvelle réforme a vraiment réglementé l'exercice de ce métier de sorte que ces syndics ou cet expert au règlement préventif doivent être inscrits sur des listes, leur rémunération est désormais encadrée et ces mandataires peuvent voir leurs responsabilités civiles, disciplinaires ou pénales être engagées. Et les États, le législateur OHADA a même laissé la latitude aux États de créer des autorités pour s'occuper de la mise en œuvre de cette réglementation-là, pour suivre les actions, pour encadrer l'exercice des activités de ces mandataires judiciaires. Tout cela pour éviter qu'ils continuent à entraver donc la bonne marche des procédures judiciaires. Et toutes ces actions sont mises sous le contrôle
des organes judiciaires que sont le juge commissaire, le président du tribunal. Ce sont toutes ces réformes-là qui sont envisagées pour véritablement impulser une démarche nouvelle, pouvoir permettre donc le sauvetage des entreprises. Et parlant de l'accroissement du rôle des organes judiciaires, il faut également mentionner le fait que le nouveau droit de procédure collective a réaffirmé la saisine d'office du juge. Le juge peut se saisir d'office lorsque les conditions d'ouverture de procédure collective sont réunies. C'est une innovation majeure qu'il faut également mentionner. Et ce pouvoir est reconnu au ministère public qui, dans l'acte uniforme initial, se contentait de transmettre le dossier des informations au juge. Désormais, le ministère public a donc un pouvoir direct de saisine. Il faut saisir directement le juge pour lui demander d'ouvrir une procédure collective lorsque les conditions sont réunies. Tout cela concourt donc à un meilleur encadrement des procédures collectives pour les rendre plus efficaces, pour servir au mieux l'intérêt des entreprises, pour servir donc pour aider, mais véritablement au sauvetage des entreprises. Nous estimons donc que si toutes ces innovations mises bout en bout, elles pourraient être donc des leviers importants pour vraiment assurer la sauvegarde et le sauvetage des entreprises. Tout le dispositif existe, toute la matière a été rénovée, tous les actes, toutes ces procédures ont été améliorées considérablement pour aider donc au sauvetage des entreprises. Il reste donc aux juges, il revient aux juges, aux organes judiciaires dont le rôle est accru, dont les pouvoirs sont renforcés, de jouer leur partition pour donc aider à atteindre cet objectif de sauvetage des entreprises. Mais que constate-t-on dans la pratique? Est-ce que c'est ce qui se fait dans la pratique? Est-ce que le juge, qui est désormais au centre du dispositif de sauvegarde, sinon de sauvetage des entreprises, assume convenablement sa mission? Est-ce qu'elle a conscience de cette mission? Est-ce qu'elle a conscience elle a pris vraiment la mesure de ce pouvoir, de ce rôle qu'il est appelé à jouer dans le sauvetage des entreprises? Est-ce que vraiment les juridictions commerciales qui sont situées dans l'espace OHADA ont pris conscience de ce rôle, de cette importance qu'ils ont, de cette mission qui leur est dévolue de pouvoir contribuer au sauvetage des entreprises? C'est ce que nous allons voir dans la troisième partie qui donc est énumérée, donc, qui consiste à analyser, à voir les obstacles qui se dressent contre les tribunaux de commerce, qui empêchent donc à ces tribunaux de commerce de pouvoir jouer convenablement leur mission, leur rôle dans le sauvetage des entreprises. Donc, Stéphane, la pratique, le constat révèle que la mission de sauvetage des entreprises confiée aux juridictions commerciales n'est pas assumée de manière satisfaisante. En dépit donc des nombreuses vertus de la réforme de 2015, bien d'obstacles existent encore, subsistent, qui empêchent mais véritablement les tribunaux de commerce de pouvoir jouer convenablement cette mission, d'apporter vraiment leur science, ou du moins de servir de pivot quant à la mise en œuvre des procédures collectives et de pouvoir aider au mieux à Alors, nous avons un petit problème de connexion avec Narcisse. On va corriger ça de suite. Je suis là. Ah, voilà, très bien. Parfait, c'est bon, on a récupéré. Tu es là. Tu peux y aller. Oui, je suis là. Je suis désolé de cette interruption indépendante de ma volonté, Stéphane. C'est pas grave, on a l'habitude, les connexions ne sont pas toujours simples à maintenir. Tout à fait. Et donc, avec cette excuse, nous poursuivons donc notre présentation. Nous en sommes à étudier les obstacles qui se dressent, donc, qui empêchent les juridictions commerciales dans l'espace WADA de pouvoir jouer convenablement leur partition et de contribuer efficacement au sauvetage des entreprises. Et
Au rang de ces obstacles, nous avons énuméré, donc, il y a en premier lieu l'ignorance des textes, comme vous l'avez dit dans votre présentation. Stéphane, c'est vraiment le premier obstacle à la mise en œuvre efficace et efficiente des procédures collectives. C'est vraiment le premier obstacle qui empêche vraiment au tribunal de commerce de pouvoir convenablement aider au sauvetage des entreprises, parce que il faut se le dire, très peu d'opérateurs économiques aujourd'hui connaissent l'existence des procédures collectives. C'est très dommage. Et depuis la réforme qui est intervenue, cela n'a pas changé. Elle n'a pas permis véritablement d'impulser, sinon d'atteindre l'objectif escompté. Et beaucoup d'entreprises continuent donc à mettre les clés sur l'opération, à mourir dans le silence parce que les chefs d'entreprise, qui sont parfois mal entourés, ne connaissent pas l'existence de ces procédures collectives. Très peu d'opérateurs économiques, honnêtement, connaissent les procédures collectives et y ont recours. Et je souhaite, sur ce, illustrer mon propos par une expérience personnelle. C'est l'expérience d'une société, une importante société tchadienne de sécurité privée, qui aujourd'hui, par méconnaissance de textes, ces chefs ont laissé donc cette entreprise-là sombrer dans des difficultés au point d'atteindre une situation financière irrémédiablement compromise. Donc, j'étais à mon bureau en tant que juge commercial, juge au tribunal de commerce. J'ai reçu donc la visite d'un monsieur qui est venu, qui cherchait donc le tribunal de commerce. Je l'ai renseigné en lui disant qu'effectivement, il se trouve au sein du tribunal de commerce. Quel est donc son problème? Ce monsieur qui est le chef de cette entreprise m'a expliqué qu'il a une entreprise, une grande entreprise qui emploie plusieurs centaines de personnes, qui a un rôle important dans le tissu économique, mais connaît de sérieuses difficultés et qu'il ne sait pas vraiment à quel sens se vouer. Quand il m'a expliqué sa situation, j'ai fait un rapide diagnostic qui m'a permis de comprendre qu'en réalité, l'entreprise a atteint un niveau, mais qui est presque compromis, parce qu'on n'est plus au stade de la prévention, ni au stade du règlement préventif. On est dans la frontière entre le redressement judiciaire et la liquidation des biens. Et effectivement, ce chef d'entreprise m'a confié que c'est vraiment par méconnaissance de texte qu'il ne savait pas qu'il y a des procédures collectives dont il pourrait se servir, dont il pourrait se saisir pour sauver son entreprise. Et par ignorance des textes, ce chef d'entreprise a laissé son entreprise donc sombrer dans des difficultés jusqu'à atteindre un niveau de cessation de paiement, mais critique, qui malheureusement risque peut-être donc d'entraîner la fermeture de cette entreprise. Et comme cette entreprise, beaucoup d'entreprises tchadiennes, comme c'est le cas d'ailleurs dans l'espace des entreprises situées dans l'espace OADA, ferment les boutiques parce qu'ils ont l'existence de ces procédures collectives. Or, le souci du législateur, c'est vraiment que ces outils soient utilisés. Ces outils sont créés et mis à la disposition des entreprises pour les aider à éviter la cessation de paiement, à anticiper sur les difficultés à naître. Malheureusement, ces procédures collectives, ces merveilleux outils de sauvegarde et de sauvetage d'entreprise ne sont pas connus, sont méconnus, et cela a pour conséquence donc d'entraîner la fermeture des entreprises, mais vraiment dans le silence, dans l'ignorance la plus totale. Dans le même ordre d'idées, pour exprimer toujours la méconnaissance des textes, la méconnaissance des procédures collectives, de nombreuses sociétés commerciales aujourd'hui au Tchad, de par l'enquête que j'ai faite auprès du greffier du registre du commerce, du tribunal de commerce de N'Djamena, la plupart des sociétés commerciales ne déposent pas leurs états financiers de synthèse à l'exercice écoulé. Là aussi, c'est une violation de l'article 269 qui recommandait donc aux sociétés commerciales de déposer régulièrement leurs états financiers de synthèse. Or, aujourd'hui, très peu d'entreprises, très peu de sociétés commerciales déposent donc ces états financiers de synthèse qui pourraient permettre à la juridiction commerciale d'avoir donc une vue, d'avoir un droit de regard, sinon d'avoir une meilleure lecture de la santé financière de ces entreprises-là. Et cette carence, honnêtement, ne permet pas au tribunal de commerce
de pouvoir envisager la saisine d'office lorsque, par exemple, les conditions d'ouverture d'une procédure collective sont réunies. Dans la même veine, bien d'autres entreprises tchadiennes établissent des bilans financiers, masquent leurs difficultés, soit pour frauder les fiscs, soit pour faire bonne figure et être admissibles au marché public. Ces pratiques malsaines qui dénotent honnêtement de la méconnaissance des textes limitent malheureusement les saisines d'office et constituent un sérieux handicap à la sauvegarde et au sauvetage des entreprises dans l'espace WADA. À ce jour, au Tchad, d'après les échanges que j'ai eus avec le greffier chargé donc du registre du commerce, moins de 5% des sociétés commerciales se conforment donc à l'obligation du dépôt des rapports de synthèse. Et une seule société, m'a-t-il dit, est un bon élève dans ce domaine, dépose régulièrement et chaque année ses états financiers de synthèse. Vous voyez, dès lors que la méconnaissance des textes fait que on ne sait pas la situation, la santé financière des entreprises. Les registres du commerce censés renseigner sur la santé financière des entreprises ne permettent plus de renseigner parce que les sociétés ne déposent pas leur état financier de synthèse. Elles masquent leurs difficultés. Et cette carence également biaise les délivrances donc, des certificats de non-faillite et de non-liquidation des biens. N'ayant pas une situation claire de l'entreprise, c'est les tribunaux de commerce, les greffes délivrent ces certificats-là, quelquefois sur des bases qui ne sont pas saines, sur des bases simplement affinitaires. Parce que le greffier en chef regarde dans le registre, il ne voit pas une procédure collective engagée, il se dit que non, l'entreprise n'est pas en difficulté. Or, le fait que l'entreprise ne soit pas, qu'il n'y ait pas une action en procédure collective, ou soit qu'il y ait une requête ou une procédure ouverte, ne dit pas que l'entreprise est en bonne santé. Parce que la plupart d'entreprises, les chefs d'entreprise ne connaissent pas les procédures collectives, ne viennent pas sur leurs difficultés et dans le pire des cas, masquent leurs difficultés, établissent des faux bilans, des états financiers fallacieux et cela est dommageable, ne contribue pas, n'aide pas les tribunaux de commerce à assurer, à jouer convenablement donc leur rôle de gardien donc de la santé des entreprises, de médecins des entreprises. Autre élément, il y a également, en plus de la méconnaissance des textes, il y a la méconnaissance même du rôle que les tribunaux de commerce sont appelés à jouer dans le sauvetage des entreprises. Alors que les textes récents ont davantage accru ce rôle des tribunaux de commerce, dans la réalité, beaucoup d'entreprises, beaucoup de justiciables dans des procédures collectives ignorent le rôle que jouent les tribunaux de commerce. Et cela se traduit par le fait que les tribunaux de commerce sont très peu saisis des dossiers de procédures collectives. Cela explique effectivement la présence, la place marginale qu'occupent les procédures collectives au sein des juridictions commerciales. Le cas du tribunal de commerce de N'Djamena, que j'ai évoqué tantôt, est donc illustre à suffisance le fait que les tribunaux de commerce sont très peu saisis des procédures collectives. Il y a vraiment une faiblesse numérique des procédures collectives au sein des tribunaux de commerce et je crois que c'est la même réalité un peu partout dans les tribunaux de commerce de l'espace WADA. Et cette absence, sinon, cette faiblesse numérique ne veut pas dire, comme je l'ai dit, que les entreprises n'ont pas de difficultés, que les entreprises sont en bonne forme. Non, c'est simplement parce que les chefs d'entreprise qui sont parfois mal accompagnés ignorent l'existence des procédures collectives, ne savent pas que les tribunaux de commerce sont là pour les aider à ouvrir ces procédures collectives, les aider à pouvoir invoquer ces procédures et pouvoir bénéficier donc de ces mesures qui sont créées et imaginées par l'OADA pour sauvegarder, sinon sauver les entreprises. Est-ce qu'il faut en déduire l'échec donc de la réforme de 2015? On le verra dans les lignes à venir. Autre facteur, Stéphane, qui n'aide pas les tribunaux de commerce dans leur rôle donc d'agent de sauvetage des entreprises, c'est les dysfonctionnements qui caractérisent ces tribunaux de commerce et la non-maîtrise technique des procédures collectives.
très peu de juridictions. Les tribunaux de commerce qui sont dans l'espace OHADA sont animés par des magistrats qui ne sont pas des magistrats formés dans les procédures collectives, ce sont des magistrats qui ne sont pas des magistrats spécialisés dans les procédures collectives. D'ailleurs, très peu de magistrats à ce jour qui animent les tribunaux de commerce sont spécialisés dans ces matières qui sont pourtant des matières très techniques, des matières complexes qui appellent donc des compétences pointues et techniques spécifiques et donc une formation adéquate pour aider donc à la mise en œuvre adéquate de celle-ci. Et cela traduit un peu aussi le désintérêt des tribunaux pour ces procédures collectives parce que ne connaissant pas véritablement la matière, ils ne sont pas intéressés par cette matière. Or, ce n'est pas parce que la matière n'est pas intéressante, mais simplement parce qu'on ne connaît pas suffisamment cette matière qui est, comme je l'ai dit, très complexe. Et l'acte uniforme, par exemple, sur les procédures collectives qui a été réformé depuis 2015, jusqu'à aujourd'hui, dans certains tribunaux, on ne sait pas d'abord que ces procédures ont été réformées. On ne sait pas non plus quels sont les principaux points d'innovation de ces procédures. Et puisqu'on ne sait pas ces outils nouveaux, ces moyens nouveaux qui sont créés, on ne peut pas les utiliser efficacement. Pour prendre un exemple, c'est depuis plus de 5 ans que la réforme est intervenue et cette réforme invite les États membres à mettre sur pied des autorités qui seraient chargées d'assurer la réglementation, donc de suivre la mise en œuvre de la réglementation portant statut des mandataires judiciaires. À ce jour, presque aucun État membre n'est parvenu à mettre sur pied ces autorités-là. La loi dit que la loi laisse également la latitude. S'il n'y a pas d'autorité, c'est toujours le juge qui est chargé donc de faire le suivi de ces procédures. Or, on ne peut mieux faire ce suivi que lorsque on connaît véritablement les méandres de cette procédure, on connaît effectivement les principaux points d'innovation de cette procédure. Et pour finir sur cet aspect, beaucoup de procédures collectives ne permettent pas non plus de redresser les entreprises, ne permettent pas de sauver les entreprises parce que c'est des procédures qui sont longues, qui sont scandaleusement coûteuses. Et pour illustrer une fois encore mon propos, je veux partir d'une expérience personnelle. Je viens moi-même d'être nommé juge-commissaire dans une procédure de liquidation des biens dont le premier volet a été ouvert en 2003 et dont le second volet a été ouvert en 2013. De 2013 à nos jours, combien d'années sont écoulées? Est-ce que véritablement, avec cette longueur, on peut atteindre l'objectif de sauvetage de l'entreprise? Est-ce que ces créanciers-là sont encore là? Est-ce que si depuis 2013, la procédure n'est pas clôturée, est-ce que ça peut véritablement aider à désintéresser rapidement les créanciers? Est-ce que ça peut vraiment aider à améliorer donc le fonctionnement, sinon améliorer la vie des entreprises et contribuer efficacement donc à impulser une dynamique qui puisse permettre aux entreprises de pouvoir jouir véritablement de ces moyens, de ces outils qui sont créés dans le seul but de pouvoir assurer la sauvegarde et le sauvetage des entreprises. Voilà un peu, grosso modo, l'état des lieux, sinon le constat que nous avons fait du fonctionnement des tribunaux de commerce, de leur organisation, des difficultés, sinon des obstacles qui empêchent, qui entravent, sinon qui handicapent le bon fonctionnement des tribunaux de commerce et ne permet pas véritablement d'impulser une dynamique qui puisse permettre d'aider au sauvetage des entreprises. De ce constat fait, de ce diagnostic fait, nous avons donc dégagé des pistes de solutions